Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi Calédonia pour vous informer. Voici les titres. Le 16e comité des signataires commence en ce moment même à Paris. C'est à l'hôtel Matignon autour du Premier ministre Édouard Philippe que nos élus se pencheront, notamment sur la question du corps électoral. L'eau, une vraie problématique au pays. Si le feu de Païta menace le bassin versant de la Tontouta, les habitants de la Cigala-Koné continuent de subir des coupures d'eau. Et dans notre feuilleton consacré à l'eau, nous verrons aussi comment l'hôtel de Poum s'organise pour pallier au manque d'eau. Une solution, l'osmoseur, explication dans ce journal. Dernière ligne droite pour nos élus, peut-être l'avant-dernier comité des signataires avant le référendum. Dans quelques minutes débute la réunion à l'hôtel Matignon. Nos élus vont se retrouver avec le Premier ministre Édouard Philippe. Le point avec Guillaume Clerc qui est sur place. Bonjour Guillaume. Bonjour Élise. Eh bien Élise, cette journée est cruciale pour l'avenir du Caillou. Voilà, donc je me trouve donc à Paris devant l'hôtel Cassini, une annexe du bureau du Premier ministre. Donc les élus calédoniens sont en train d'arriver au compte d'août et c'est aujourd'hui entre ces murs que ces élus vont devoir se mettre d'accord, en accord avec le gouvernement français sur les règles du référendum de 2018. Alors il y a la question centrale du corps électoral. Va-t-on modifier la loi pour inscrire automatiquement les natifs de Nouvelle-Calédonie sur la liste référendaire? Il y a la question de l'organisation. Est-ce que l'ONU viendra superviser le vote? Est-ce qu'il y aura des bureaux de vote décentralisés? Voilà, des sujets qui divisent, autant dire que ce n'est pas gagné d'avance. Mais le Premier ministre a prévenu, il veut des règles claires et incontestables pour le référendum de 2018. Donc comprenez, si les élus calédoniens ne parviennent pas à se mettre d'accord, c'est l'État français qui, in fine, finira par trancher. Merci Guillaume, on te retrouve juste après. Et à Paris, quelques titres de la presse Sud-Ouest a choisi de donner la parole à un interlocuteur connu au pays, Jean-Jacques Euvras, l'ancien garde des Sceaux. Ce dernier estime que l'investissement personnel du Premier ministre Édouard Philippe est un élément essentiel pour le bon déroulement du processus. Dans Le Monde, Claudine Wéry propose aussi d'entendre le point de vue des Calédoniens pour tenter d'éclairer la situation du pays à l'heure du choix. Elle souligne notamment, je cite, que sur le terrain, l'état d'esprit s'avère moins caricatural que le verdict des urnes ne pourrait le laisser penser. Et puis sur les ondes de radio, France Culture a consacré récemment 2 émissions au pays. Hier, l'émission du grain à moudre s'est penchée sur la question suivante. La Calédonie est-elle prête pour l'autodétermination? L'objet d'échange entre Alain Christnart, John Passa et 2 universitaires spécialistes de la question, Sarah Mohamed Gaillard et Jean-Michel Souriceau. Et voilà, la Croix rappelle ainsi que l'enjeu des listes électorales se trouve au cœur du comité. Et nous sommes toujours en direct de Paris avec Philippe Michel, président de la province Sud. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe Michel. Alors, vous voulez Bonjour, que... vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Alors, vous êtes en direct de Paris. Vous voulez que l'ensemble des natifs puissent être inscrits d'office sur les listes générales et aussi sur les listes référendaires. Est-ce que vous avez bon espoir de trouver un consensus? Écoutez, en tout cas, c'est la condition politique indispensable pour qu'il y ait un consensus. Que les indépendantistes et l'UC notamment puissent réclamer l'inscription d'office pour ceux des natifs de statut coutumier qui n'ont jamais participé à une élection et qui ne sont jamais inscrits sur une liste. Le demande, c'est une chose, mais nous disons, si nous devons faire une dérogation à la loi sur l'inscription pour des électeurs natifs, ça doit concerner tous les natifs sans distinction de statut civil. Autrement dit, les Kanaks de statut coutumier comme les autres citoyens de Nouvelle-Calédonie. Ça nous semble être à la fois conforme à l'esprit et à la lettre de l'accord de Nouméa, et puis en même temps c'est politiquement équitable.
Alors, autre question, dans un communiqué, Philippe Gomez demande au Premier ministre Édouard Philippe de faire en sorte que le dialogue soit renoué entre les indépendantistes et les loyalistes. Qu'est-ce qui bloque pour renouer le dialogue aujourd'hui ? C'est les postures des uns et des autres, les uns empêtrés dans cette question d'inscription d'office au profit d'une seule catégorie de population, les autres arc-boutés sur les droits ou sur des positions extrémistes. Nous, ce qui nous importe, c'est que la Calédonie puisse continuer à vivre en paix, c'est que la Calédonie ne se fracasse pas sur cette échéance de la consultation référendaire. Bref, c'est que cette consultation se passe dans les meilleures conditions possibles, que tous ceux qui doivent y participer puissent y participer et que personne ne puisse en contester le résultat. C'est la condition politique pour que la paix dont on bénéficie en Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans, depuis la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, puisse continuer à bénéficier à notre beau pays. Philippe Michel, est-ce que ce comité des signataires peut débloquer l'élection du gouvernement ? Alors, ce n'est pas du tout l'objet du comité des signataires. Les affaires de fonctionnement du gouvernement en Nouvelle-Calédonie concernent les forces politiques calédoniennes qui sont représentées au gouvernement. Et en l'occurrence, on n'évoquera pas ce sujet au comité des signataires. Alors, un mot en tant que président de la province Sud, un mot sur l'accident mortel de Goro en tant que président justement de la province Sud. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui ? Alors d'abord, j'ai une pensée bien sûr pour les proches, la famille et les amis de la victime de cet accident du travail qui semble être dû à un non-respect des règles de sécurité, autrement dit à une faute humaine. J'ai été prévenu dans la nuit par la direction de Valais de ce drame, mais aujourd'hui je ne peux pas en dire plus parce que personne ne sait, et en tout cas pas moi, dans quelles circonstances exactes cet accident tragique a eu lieu. Philippe Michel, merci d'avoir répondu à nos questions depuis Paris. Il y a aussi toutes les caméras extérieures qui sont imposées. Merci. Et on le disait à l'instant, un opérateur meurt suite à un accident de travail ce matin à 7h30 sur le site minier de Goro-Nickel. L'usine est au ralenti. Une cellule psychologique a été mise en place. Une enquête est en cours. Je vous propose d'écouter le directeur des ressources humaines de Valais Nouvelle-Calédonie. Ce que je peux vous dire, que c'est un accident de travail, puisque ça a eu lieu sur les lieux du travail, que notre opérateur a été découvert par ses collègues à 7h du matin, qui ont prévenu la BIV, donc la brigade d'intervention, qui est arrivée sur place très rapidement. Le médecin a été appelé et le décès de notre collègue a été déclaré à 8h du matin. C'est une immense tristesse pour moi de parler de cet événement qui s'est passé. C'est le premier décès qui arrive au sein de VNC et donc on souhaiterait que ce soit vraiment le dernier. Nos pensées vont vers la famille tout d'abord. C'est vers la famille que nous voulons apporter notre soutien et aussi envers les collègues et tous les amis qui étaient très touchés par ce décès-là. En France, le guerrier Kalepo, le tirailleur, a été exhumé aujourd'hui au cimetière de la Désolation en présence de sa famille. Lors des combats de 1918, il occupait la fonction de fusilier mitrailleur. La dépouille sera accueillie au pays vendredi prochain où une veillée sera organisée à Koekara en fin de journée. Un nouveau séisme de magnitude 5,6 aujourd'hui au large des îles Loyauté. Les habitants de Marais et de Lifou l'ont ressenti. Est-ce normal d'avoir autant de secousses en ce moment? Faut-il s'attendre à plus? Reportage de Camille Monnier et de Prosper Poigou. Il est 14h27 quand la terre se met de nouveau à trembler fortement. Le séisme a lieu à l'est de Marais, à 113 km de Tadine. J'étais en train de boire du thé avec mon fils et tout d'un coup, tout ce qu'il y avait sur la table a tremblé. Et du coup, j'ai pris mes deux enfants puis on est sorti dehors. C'était bref mais intense. 10 secondes ou 30 secondes par là. Depuis 48 heures, pas moins de 200 secousses ont eu lieu. Seulement une demi-douzaine d'entre elles a dépassé les 5,6 de magnitude et se sont fait ressentir. Pour les spécialistes, la situation est tout à fait normale. En moyenne, ici,
ici, on enregistre un séisme par heure dans le Pacifique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, c'est que cette fois-ci, on les a sentis. Donc, on est sur une zone active. Ça part de Santo jusqu'à l'est de Marais. Et statistiquement, sur cette zone, sur un an, il y a 2 à 3 séismes de magnitude supérieure à 7. Donc, c'est normal. Il se trouve que parfois que ça tremble beaucoup du côté de Vaté, beaucoup du côté de Santo. En ce moment, c'est du côté de Marais, à l'est de Marais. Aucune inquiétude à avoir quant à un risque de tsunami. En effet, les séismes sont de courte durée avec des magnitudes inférieures à 7. Les secousses devraient diminuer et baisser en intensité dans les prochaines heures. Voilà, je vous rappelle qu'un séisme de 6,5 s'est déjà produit mardi à l'est de Marais. Toujours pas d'eau ce matin au lotissement Les Cigales à Koné. Cette situation dure depuis jeudi dernier. Pour résoudre ces problèmes, les équipes d'Aquanor se trouvent depuis ce matin au captage d'eau de Cognambo, renforcées par une équipe de la Calédonienne des eaux. Écoutons les précisions d'Alexandre Mapéry, directeur du CIVOM. Ça fait maintenant plus d'une semaine, voire 10 jours que ça dure. Les problèmes sont de 2 ordres. C'est que nous sommes actuellement en une période de sécheresse très forte. Nous avons un captage, le captage de Tivoli qui ne répond peut-être plus assez actuellement. Et puis nous avons eu 2 soucis techniques, un TT des casses sur le réseau aux abords du bassin. Actuellement, étant donné que les réseaux ne sont plus en pression, là où c'est faible un peu, ça lâche un petit peu, vous savez, c'est un peu comme ça. C'est des structures qui tiennent un petit peu aussi par l'eau qui circule. Et puis on s'en rend compte assez tardivement dans la mesure où nous n'avons pas des éléments de télégestion sur les réservoirs. Et d'autant plus qu'ensuite après, il faut mobiliser le matériel pour pouvoir venir faire les réparations. Et le bassin versant de la Tontouta, menacé par le feu de Païta qui est toujours en cours au lieu-dit Koumédio. 15 sapeurs-pompiers de la sécurité civile sont mobilisés depuis le 18 octobre. D'ailleurs, WWF, l'association environnementale, s'inquiète de cette situation. Écoutons son responsable, Hubert Géraud. Bien, les conséquences de ce feu, ils sont de plusieurs ordres. Au-delà de coûter cher à la collectivité, puisque ces déploiements de moyens coûtent, mais il va nous coûter cher en biodiversité, puisque ce sont des forêts humides sur sol ultramafiques, sur sol minier qui sont en train de disparaître. Il ne reste plus que 10% sur le territoire. Donc c'est aussi de la flore, une biodiversité unique au monde qui est en train de disparaître. Et puis c'est également un des 2 grands périmètres de protection de captage d'eau du Grand Nouméa, et à la montagne des sources, et d'Imbéa, et puis vous avez la Tontouta. Et l'eau que nous avons au robinet, elle vient de là. Et quand on brûle la forêt de ces captages, on perd progressivement la qualité et la quantité d'eau disponible pour les habitants. Mais donc globalement, le captage est très grand ici. Mais il n'empêche que ces zones-là, en retour des pluies, en période cyclonique, vont être fragilisées et il va y avoir un apport supplémentaire de sédiments, déjà sur un périmètre qui était très touché par la mine et par d'autres incendies. Et bien là, on rajoute un dysfonctionnement au périmètre de protection de captage d'eau. Entre la propagation des feux au pays et la pénurie d'eau, l'eau est plus que jamais une ressource qui devient rare. Alors comment s'organisent les hôtels? Nous nous sommes rendus à l'hôtel Malabou dans la commune de Poum. Là-bas, ils se sont procurés l'osmoseur, une mini-usine de dessalement. C'est la suite de notre feuilleton consacré à l'eau. Vanessa Kédé et Anissa Toussi. Au niveau de son îlot artificiel, l'hôtel Malabou Beach a installé ce tuyau qui lui permet de remonter l'eau salée pompée dans le lagon. Une fois dans le tuyau, l'eau de mer est dirigée 300 mètres plus haut dans ses cuves pour être traitée. L'eau de lagon arrive par ce tuyau-là dans un décanteur. Donc le système du décanteur, c'est de laisser les grosses impuretés au fond. Donc les impuretés restent au fond et l'eau repart par le haut du réservoir dans un autre système de décanteur et ainsi de suite. On en a 3. Passé les 3 étapes de décantation, le traitement continue dans l'osmoseur où l'eau salée passe à travers différents filtres et membranes qui la déchargent de ses impuretés et de son sel.
Traitée par la suite avec du chlore pour la rendre potable, l'eau est stockée dans ce bassin pour être diffusée au sein de l'hôtel. Malgré ce système ingénieux, cela ne suffit pas pour alimenter tout l'établissement. On a toujours besoin d'un appoint avec des citernes d'eau, donc de l'eau qui est prise soit sur la commune de Poum, soit sur la commune de Kouma, qui est apportée ici par camion-citerne, parce que l'hôtel consomme énormément d'eau. Une consommation qui varie en moyenne entre 15 000 et 18 000 litres par jour. Pour sensibiliser sa clientèle à économiser l'eau, ce document est affiché dans tous les bungalows de l'hôtel, mais pas seulement. Pour ne pas consommer trop d'eau, on demande aux clients s'ils souhaitent conserver sa serviette durant tout son séjour. Dans ces cas-là, ils l'accrochent. S'ils souhaitent qu'on la change, ils la déposent au sol. Et à partir du moment où la serviette est au sol, on la nettoie. Mais si on la nettoie, on va consommer davantage d'eau. N'étant pas desservi par le réseau d'eau communal, l'hôtel a dû dépenser 56 millions de francs pour s'équiper de cet osmoseur. Le coût de son entretien s'élève à environ 12 millions de francs par an. Marcus Gad, le chanteur reggae du pays, sera en concert à l'hôtel du Vallon d'Or au Mont d'Or à 18 h. Demain, Asedjika et Julia Paul assureront la première partie. Je vous propose un extrait. Sing high while the world goes smiling back. You can win if you will try. Sons have set and sun will rise upon many gloomy lights. Hey, those who sit around and say nothing good comes down our way. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle que le comité des signataires va s'ouvrir dans quelques minutes à l'hôtel Matignon. Mais quels sont les points de divergence de nos élus sur la question du corps électoral, sujet principal de cette grande rencontre? Le point avec Falaï Wedjo. Qui est actuellement au comité des signataires? Ils sont 25 élus officiellement invités par l'État. Ce sont les parlementaires, les présidents d'institutions, les signataires de l'accord de Nouméa et les représentants des 4 groupes politiques au Congrès. La plateforme et les Républicains calédoniens chez les non-indépendantistes, l'UCF-LNKS et l'UNI chez les indépendantistes. Quelles sont leurs positions sur le corps électoral? Pour l'UNI, l'UCF-LNKS, les Kanaks de droit coutumier doivent être inscrits automatiquement sur la liste générale, puis sur la liste de consultation. Les autres natifs devront justifier de leur CIMM, Centre d'intérêt matériel et moraux. Pour la plateforme et les Républicains calédoniens, tous les natifs doivent être inscrits automatiquement sur la liste générale, puis sur la liste électorale de consultation, sans devoir justifier de leur centre d'intérêt matériel et moraux. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.